Bonjour, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible, délicat, les hommes, la détresse de certains hommes. Et pour en parler, j'ai avec moi deux responsables d'un organisme qui s'appelle Convergence. D'abord, Monsieur Jean-Jacques Elie, qui est le directeur général de cet organisme et qui est également intervenant psychosocial. Et avec lui, Hugues Bugeaud, intervenant et éducateur spécialisé. Bonjour, messieurs. Bonsoir ou bonjour, madame. Convergence, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est ma première question. Expliquez-nous un peu un historique en résumé de l'organisme. Rapidement, on a eu notre accréditation de l'agence. Avant, ça s'appelait l'Agence de la santé. On l'a eu en 2012. On était sur le terrain le 1er avril avec une mission régionale, à savoir que d'avoir une organisation qui pourrait ressembler un peu au CAVAC ou au CALAC, probablement que vous connaissez, oui. À savoir que dans chacune des MRC, particulièrement peut-être dans les communautés les plus importantes, d'avoir un point de service. On a atteint ça, effectivement, 6 ans plus tard. On a 5 points de service. Fait qu'on fait le tour de la Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Chandler, New Richmond et Carleton-sur-Mer. Pour offrir des services aux hommes qui ont des besoins, mais qui ne viennent pas nécessairement de leur propre chef chez vous, là. En fait, Convergence offre plusieurs services. Le service a été mis sur pied pour les hommes qui ont des comportements violents et agressifs en contexte conjugal et ou social. Et puis, au fil des ans, on a développé d'autres aspects du service, entre autres la santé et le bien-être des hommes, donc les hommes qui passent au travers de difficultés, entre autres des ruptures de relations, des pertes d'emploi, des pertes d'identité masculine, et aussi tout ce qui a trait à la protection de la jeunesse. Donc, quand la DPJ, qu'on appelle, rentre dans le dossier, souvent, on va accompagner ces hommes-là à passer au travers de ces périodes-là où on risque de perdre la garde des enfants, on risque d'être accusé. Des fois, il y a des accusations qui sont fondées, on les accompagne là-dedans aussi. Et quand je dis on les accompagne, bien entendu, on les accompagne à reconnaître les gestes qu'ils ont posés et à développer des stratégies de communication autres que d'utiliser des stratégies de violence. Alors, de quelle façon ils arrivent chez vous? Plusieurs d'une façon non volontaire, faut le dire. On a beaucoup de références, comme mentionnait Hugues, dans différents circuits et réseaux où c'est une obligation. Ils sont tenus à venir nous voir. Par rapport au profil qu'on nous a référé, on va savoir dans quelles eaux on va naviguer. On va dire ça comme ça. Si c'est un cas vraiment qui est déjà étiqueté, je dirais, violence conjugale, la première préoccupation qu'on a en le recevant dès la première heure, c'est de s'assurer, d'abord, l'arrêt complètement de ces âgés violents, quels qu'ils soient. Deuxièmement, est-ce que madame et les enfants sont en sécurité? C'est vraiment notre première préoccupation. Il ne sort pas du bureau tant qu'on n'a pas cette assurance-là. Ça, c'est vraiment, on y tient. Oui, au niveau de la sécurité des enfants, de la femme, puis après ça, la sécurité du participant lui-même, là. Il y a une autre partie qui viennent sur une base vraiment volontaire parce qu'ils réalisent, rendu à un certain âge, qu'ils ne peuvent plus continuer à avoir les mêmes comportements, les mêmes attitudes, puis répéter ça ad nauseam. Et puis, de commencer à faire le vide autour d'eux-mêmes. C'est souvent ça aussi. Moi, ça m'arrive d'avoir des participants. Nous, c'est des participants. C'est pas des clients, c'est pas des usagers. On laisse ces termes-là pour le réseau comme tel de la santé et les services sociaux. Nous, on parle de participants à nos programmes et à nos services. Donc, c'est à peu près moitié-moitié, je dirais. Plusieurs sur une base volontaire, plusieurs c'est des références un peu plus douces, des suggestions. De la part, par exemple, d'un centre jeunesse qui va dire à un papa qui a 2 enfants et qui a des problèmes, soit d'outils comme parents ou soit de communication avec eux autres. Hein? On peut nommer ça. On suggère fortement d'aller voir Convergence, je pense que ça te ferait du bien, mon Pete. Fait qu'on les reçoit dans ces conditions-là. Est-ce qu'il y a encore un préjugé vis-à-vis des hommes ou les hommes entre eux? Un homme, c'est fort, ça peut régler tous ses problèmes tout seul. Bon, c'est pas évident là, de faire ce pas-là. Les hommes n'ont pas été élevés pour s'épancher, comme les femmes le font, par exemple. Effectivement, on touche à tout ce qui s'appelle la socialisation masculine, qui a très bien été étudié depuis les 35 dernières années au Québec. Il y a ces freins-là de cette socialisation masculine-là qui va faire en sorte que le cheminement de la demande d'aide de l'homme est beaucoup plus lent et souvent l'homme va étirer, va tenter de continuer à adhérer à ces stéréotypes masculins-là. Quand on dit adhérer à ces stéréotypes-là, c'est de trouver ses solutions seul, de ne pas exprimer tout son côté affectif, ses émotions, de ne pas être trop en contact avec ça
non plus, parce que ça ne cadre pas dans tout le portrait de la masculinité ou de la socialisation. C'est clair que ça, c'est des freins. On voit qu'il y a un changement, par contre, là, chez certains hommes, dans une proportion de la population qui sont beaucoup plus ouverts à exprimer à leur entourage ce qu'ils ressentent, tout le côté affectif et émotionnel. Par contre, là où ça ne change pas beaucoup, trop peu, je dirais, c'est d'aller se chercher de l'aide. Les jeunes générations vont s'ouvrir davantage, vont en parler, ils n'iront pas nécessairement se chercher davantage de l'aide que les générations passées. On voit quand même qu'il y a une ouverture, là, puis qu'il y a une amorce au Québec qui est en train de se faire, heureusement. Là, puis on est comme dans un... Ouais, chez les hommes jeunes. Je l'espère que ça va dépeindre sur les générations plus âgées pour inciter ces hommes-là à venir consulter, parce que ça fait pas mal venir consulter. Là, absolument. On peut tous être aidants là-dedans, même les femmes. On n'est pas en train de dire les femmes contre les hommes, là, parce qu'il y a bien des femmes, et j'en suis une, qui ont des fils. Et on veut qu'ils soient bien, on veut qu'ils soient capables d'exprimer leurs émotions de façon positive et tout ça. Moi, je me dis, il faut aider, soyons tous ensemble solidaires dans ça. Il faut que les hommes soient heureux dans leur vie. J'aurais une petite gêne à tout expliquer systématiquement la socialisation des hommes qui passe par on est invincible, ainsi de suite. Peut-être. C'est sûr qu'il y a encore des John Wayne en devenir là, dans les petits qui vont naître là, bientôt. Oui. Il va en avoir, c'est sûr. C'est clair. Il y a un facteur important là-dedans, c'est l'apprentissage de demander de l'aide. Ça ne dépend pas nécessairement, je suis fort ou pas fort. Ça peut venir juste de créer une certaine habitude très jeune. On le voit au niveau scolaire. On le voit, il y a des garçons qui ne seront pas gênés à aller demander à l'enseignante ou au professeur de l'aide par rapport à un problème qu'ils ne sont pas capables. Ça s'apprend. On le voit même au niveau de la garderie, des maternelles, et ainsi de suite. Par contre, quand on arrive à l'âge ado ou pré-ado, ça devient un petit peu plus difficile. C'est pas facile d'être un ado mâle. C'est pas nécessairement facile parce qu'on n'a pas un réseau social qui s'établit. Je suis une jeune fille, j'ai 12 ans et demi, j'ai mes premières règles. C'est sûr qu'il va y avoir une tante, une grande sœur, ma mère autour de moi pour prendre soin de moi avec cet événement-là. M'en parler, puis ainsi de suite. Puis si tu as quelque chose, n'hésite pas, je suis là pour toi, ainsi de suite. Je le dis souvent en blague, je voudrais d'avance m'excuser auprès de ceux qui vont nous voir, mais on ne fête jamais la première éjaculation chez un gars. Non, on ne fait pas un party de famille pour ça. C'est comme s'il n'y avait pas d'événement dans la vie d'un jeune homme qui fait qu'il passe à l'âge adulte. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de... ainsi de suite. Alors, on peut passer tout droit, on glisse dessus, puis on fait rien. Tout à fait, ça va s'arranger tout seul. Et beaucoup de jeunes garçons sont impliqués dans des réseaux sportifs à haute performance, et ainsi de suite. On peut maintenir aussi beaucoup cette affaire-là de « je suis un héros, je veux performer, je ne vais pas décevoir mon père ou ma mère qui viennent me reconduire à tous les samedis matins. » L'homme fort à gros bras, bon, qui a des enfants, qui a une conjointe pleine d'émotions, les enfants, bien, il y a toutes sortes d'enjeux, ça ne va pas toujours bien, c'est tannant des enfants, etc. Là, il se ramasse dans une situation où le gros muscle ne peut rien faire. Là. Non, le gros muscle ne peut rien faire. Puis si je reviens à la socialisation, plutôt les stéréotypes auxquels beaucoup d'hommes vont adhérer, je ne parle pas de mes émotions, je ne valide pas ces choses-là. Donc, de commencer à s'asseoir pour exprimer ce que tu vis, ça va à l'encontre un peu de ce que je devrais être comme homme. Comme si c'était une perte de temps? Oui, puis en quelque part, c'est menaçant pour mon image. Ce que je projette autour est menaçant. Je risque d'avoir le regard des autres, spécialement de mes confrères hommes, mais qui vont me regarder comme si je n'étais pas un vrai gars, tu sais. Et là, si je veux compenser en quelque part, puis je veux prouver ma masculinité, bien, je vais aller adhérer à des stéréotypes ou à des comportements qui, de façon très immédiate, on risque d'avoir une certaine validation dans notre masculinité. Et je vais utiliser des gestes d'agressivité ou des gestes de violence, des choses comme ça, ainsi de suite. Cela étant dit, Florence, c'est très, très, très important pour que tout le monde comprenne. On ne justifie pas les gestes que les gars qui viennent nous voir. Non, je pense qu'on comprend bien. Au niveau de la violence et de l'agressivité, on ne permet pas... on n'est pas là pour les cautionner. On n'est pas là pour cautionner tout ça. Au contraire, on est là pour détruire ou déconstruire tout ce système de justification-là qu'on identifie assez rapidement lors des premières rencontres d'évaluation. Et est-ce que ça se fait? Bien, ça dépend des personnalités, j'imagine. Il y en a où ça se déconstruit facilement, puis d'autres, c'est un travail qui est jamais fini. Là. Florence, vous seriez surprise de voir le nombre de gars que quand, après une demi-heure, qui a compté la moitié de sa vie, fait « Ah! »
il était donc temps que je fasse ça. C'est vraiment étonnant de dire, ben regarde, ça a pris juste une porte ouverte, quelqu'un qui donne une bonne main, Une qui dit oreille, assis-toi, hein, une oreille que je attentive. suis, qui sente que je suis là juste pour lui, vraiment. Je suis tout attentif à ce qu'il dit. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il est comme, il se sent transformé. Voilà, puis il n'est pas ridiculisé, il est respecté. Non, pas du tout. Ouais. Il n'y a pas de jugement quand on vient. On n'est pas là pour les peinturer dans un coin. Puis malgré le fait qu'on les confronte énormément à des choses qui ne sont pas faciles à entendre, hein, on ne les confronte pas, mais c'est soulageant et c'est sécurisant pour eux de se faire confronter comme ça. Il y en a même qui vont nous dire, ben, coudonc, là, ça fait 3 rencontres que j'ai avec toi, là, c'est quand c'est que tu vas me rentrer dans le corps? En voulant dire, regarde, je ne suis pas venu ici, là, mais tu sais, quand on ne te donne pas beaucoup de pas, puis tu essaies, puis ainsi de suite. Quand on reçoit les hommes, on parlait de système de justification, puis qu'on commence à creuser, moi je dis gratter, hein, on va aller gratter sur le bobo, et ainsi de suite, puis qu'ils vont nous dévoiler très rapidement, sans le savoir, le système de justification, puis qu'on va le détruire en quelque part avec eux, puis qu'on les accompagne à ce qu'ils reconnaissent qu'ils sont responsables à 100% des gestes posés, et c'est ce qu'on fait à Convergence. Ouais. On les place devant le fait accompli. Tu me disais, comment vous faites pour faire ça? On a des outils, moi, assez rapidement, les gars en viennent à réaliser qu'effectivement, ils sont 100% responsables des gestes qu'ils ont posés. Là où c'est plus difficile, c'est que ce que je leur dis, c'est pas parce que tu le comprends aujourd'hui, puis c'est pas parce que tu comprends la mécanique de l'escalade et des gestes que forcément, quand tu vas te retrouver dans la même situation éventuellement, que ça va changer comment tu t'es senti. Oui. Donc, le défi, c'est maintenant que tu le comprends, qu'est-ce que tu vas faire au moment où l'inconfort va se présenter? C'est pas parce que tu as compris que ça va changer ton inconfort. Et après ça, ben, je fais comment pour gérer là, tout ce côté affectif-là? Il est là, le défi pour les hommes. L'intervenant, le travailleur social, psychosocial, vous avez des outils, vous leur donnez. On a des outils. Je voulais vous parler des maisons oxygènes. Il en existe plusieurs à travers le Québec. On n'en a pas, on n'en avait pas encore dans la région. Non, mais la région est tellement grande, là. Mais là, vous parlez d'une maison. Oui, bien, en fait, on va bientôt, on espère, dans le courant peut-être de l'été qui s'en vient, en 2020, ouvrir la première maison oxygène ici, en Gaspésie. C'est un concept fabuleux. Ça existe depuis 30 ans. La première est née à Montréal à cause des itinérants. Il y a des gens qui se sont aperçus, travailleurs sociaux, qui sont aperçus qu'il y avait des itinérants. Le plus gros problème qu'ils avaient dans la vie, la plus grosse détresse qu'ils avaient, c'est de ne pas être en contact avec leurs enfants. Oui. Alors, ils ont commencé à créer un espace ouvert au début. C'était pas du logement puis peu de ça. Ils ont commencé à provoquer justement des échanges de rapports de qualité avec leur père, avec les enfants, des retracés, et ainsi de suite. Puis, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Ils ont commencé à ouvrir de l'hébergement transitoire pour ces hommes-là. Ils sont aperçus que ces hommes-là se prenaient beaucoup plus facilement en main, avaient du temps de qualité avec leurs enfants. Les enfants commençaient aussi à mieux connaître leur père, à changer les préjugés qu'ils avaient peut-être sur leur papa, qui se faisait un bout de temps qu'ils n'avaient pas vu. Nous, on serait la 15e à ouvrir. Bientôt. À Sainte-Anne-des-Monts. À Sainte-Anne-des-Monts, c'est une assez grande maison, l'ancienne maison du Doc Marin. On va pouvoir recevoir maximum 4 papas avec, en fait, on va avoir 9 lits, donc à peu près 5 enfants, dépendamment du formatage de la famille, des cadres de famille. C'est un milieu de vie. Ils vivent tous ensemble, on fait nos repas ensemble, on fait notre vaisselle ensemble. Chacun son frigo, chacun sa vaisselle. Pour savoir que Marcel, sa vaisselle rouge n'a pas été faite hier, c'est lui qui n'a pas fait sa vaisselle. Ils ont des comptes à rendre. En fait, ça devient un peu comme une espèce de... On devient un petit peu comme des coachs de vie à différents niveaux. Apprendre comment on fait dans une maison avec des enfants, comment tenir on vit. maison, faire des bonnes bouffes pour ses enfants. Oui. On est là à vérifier de temps en temps qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Les enfants aussi, en même temps, vont pouvoir partager. On va avoir au sous-sol un très grand espace, là, de salle de jeu, ainsi de suite. Les Alors, être avec son papa, c'est une expérience positive. Consolider la relation père-enfant. C'est vraiment ça l'objectif général, même pas général, spécifique de cette maison-là. C'est vraiment ça. Et là, vous allez l'ouvrir bientôt. On n'a plus beaucoup de temps pour en parler, mais vous l'ouvrez bientôt, cette maison? Oui, tout à fait. On aimerait bien ça, que ça s'en vienne. Il y a du monde qui attend quasiment à la porte. C'est une figure de style. On va attendre la maison oxygène, puis on va en attendre une dans chaque MRC dans les prochaines années. Rêvons. Messieurs, je vous remercie infiniment. J'aurais pu jaser avec vous encore 1 heure de temps au moins. C'est tellement intéressant et c'est tellement essentiel. Merci de faire le travail que vous faites. Il est important. Merci de l'accueil. Merci, Florence. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette émission vous a plu, informé et intéressé. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine sur les ondes de Télévague.